Bienvenue Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Iberdrola? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on va rapidement ici, déjà, premièrement, on va regarder le revenu de cette compagnie ici. D'accord? C'est une compagnie ici qui a un revenu assez croissant. Pourquoi? C'est la question qu'on devrait se poser. C'est un utilities ici. Donc, est-ce que le revenu n'est pas impacté par la période actuelle? Très important à aller regarder. Quand on regarde ici la marge brute, est-ce que la marge brute est stable ou croissante? Marge brute est décroissante. Donc, ici, en tout cas par rapport à 2020, ici, on a une marge brute décroissante. Donc, il faut également regarder pourquoi je n'aime pas ça. OK? Donc, maintenant, quand on regarde la marge EBITDA, si la marge brute est décroissante et que la marge brute et la marge EBITDA est décroissante également, c'est pas une bonne information. Mais quand on regarde à peu près la tendance, on est à peu près sur quelque chose ici de normal. D'accord? Ça peut être un business ici qui est impacté ici par le prix d'une certaine commodité. OK? Quand on regarde à peu près la médiane ici, voilà, on est en dessous de la médiane qu'on a eu sur les 10 dernières années, on est à peu près en dessous de la médiane de 24% par là. Donc, il faut faire attention à la baisse ici des marges. D'accord? Donc, quand on regarde ici l'entreprise en termes de net income, je sais que je vais prendre les net income parce que je sais que les free cash flow peuvent être impactés négativement parce qu'il y a une grosse dépense en capital pour ce genre d'entreprise aussi. Donc, quand vous comparez les free cash flow et les net income, vous constatez ici que les net income auront tendance à être plus élevés que ça. OK? Donc, mais il faut toujours aller vérifier pourquoi est-ce qu'il y a cette différence-là. D'accord? Est-ce qu'à un moment donné, la dépense en capital de croissance va à peu près s'ajuster à la dépréciation et amortissement? OK? Donc, en termes de marge ici, donc est-ce que les marges de net income ont tendance à rester stables malgré le fait que les EBITDA diminuent? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Les marges de net income fluctuent également, donc il faut faire attention par rapport à ça. Les analystes, est-ce qu'ils s'attendent à avoir des net income un peu plus élevés dans le futur? Donc, on a 4 milliards en date d'aujourd'hui. Est-ce qu'en année N plus 3, on s'attend à avoir quelque chose dans le même sens? On s'attend à du 5 milliards 200, donc ça sera un tout petit peu plus élevé que ça, c'est intéressant. Maintenant, en termes de PER, c'est un business qui va s'échanger à des PER très élevés. Mais tout simplement parce que, enfin, ici, vous ne verrez pas que les PE sont élevés parce que je pense que ça prend en considération une certaine dette également. Donc, je pense que le marché prend déjà en considération à 15 fois les bénéfices ici, ils prennent en considération la dette. Parce que ce genre de business ici a des actifs stables. OK? Donc, ils ont tendance ici à avoir des PE assez élevés. Prenez juste l'exemple des entreprises nord-américaines dans le secteur des utilities. Vous allez voir qu'elles s'échangent à des PE très, très élevés. C'est pas parce que celle-ci est espagnole qu'elle devrait s'échanger à un PE moins élevé que ça. C'est juste parce qu'à un moment donné, ceux-ci ont pris en considération la dette alors qu'aux États-Unis, ils font encore l'autruche. D'accord? Pour le moment, bien sûr, parce que tôt ou tard, ça va arriver. Donc, quand on regarde ici à 20 fois les bénéfices, on voit que c'est une entreprise qui s'échange, enfin, sur les 20 dernières années, elle s'échange à 15 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, elle s'échange ici à 16 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, elle s'échange ici à 17 fois les bénéfices. Donc, on pourrait même aller aux alentours des 20 fois les bénéfices, je vous dirais. D'accord? Pour cette entité-ci. Attendez, la dernière fois que c'est le cas. Donc, 20 fois les bénéfices en prenant en considération la dette. Donc, faites attention. Donc, ici, quand on regarde également la dette nette sur EBITDA, vous allez constater quoi? La dette nette sur EBITDA est aux alentours de 3,4 fois les EBITDA. Mais vu que c'est une compagnie ici qui investit massivement, il faut souvent prendre en considération également la dette nette sur EBITDA moins le CAPEX. Donc, ça revient ainsi à 7 fois. Donc, faites attention. Donc, mais voilà, quand on prend juste les net income ici, elle peut rembourser sa dette ici. Enfin, techniquement, en combien de temps elle peut rembourser sa dette nette? Je pense qu'elle peut rembourser sa dette nette ici en 10 ans, ce qui n'est pas mauvais. Et quand on, avec les free cash flow, bien sûr, avec les net, excusez-moi, avec les net income, bien sûr. Maintenant, je vais regarder ici Iberdrola. Donc, on va aller regarder à peu près quel est le niveau de dette nette ici. Là, je vois sur quoi il faut une quarantaine de milliards, mais c'est une compagnie européenne, donc je me méfie généralement de ce que je peux voir ici sur Coifin, qui a beaucoup d'avantages, mais également de ce côté-là, il faut qu'on améliore un tout petit peu. Ouais, 43 milliards, donc ils ont parfaitement raison ici. Donc ici, on est à 43 milliards 372, ils sont même moins 10 ans à ces niveaux-ci. Donc voilà, pour une fois que Coifin est moins 10 ans, on ne va pas se plaindre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, ce que je vais faire ici, c'est la dette nette. Enfin, je vais prendre la dette nette par action. Vu que j'ai le nombre d'actions ici, on a à peu près 6 milliards 360 millions. Donc, je viens sur Yahoo Finance. Je fais ça. On a à peu près la dette nette ici sur Yahoo Finance est de 43 372 divisé par le nombre d'actions ici, 6 milliards 360. Donc, divisé ici par 6 milliards 360. Ça donne un total de 6,81 $ par action. OK? Une fois que j'ai ça, je viens ici. Mes PER, je vous ai dit qu'ils vont osciller entre 15 et 20 fois les bénéfices. Mais bon,
comme je n'ai pas envie d'être, voilà, le marché ici, sur les 5 dernières années, paie à peu près 17 fois les bénéfices. Je vais me limiter à 17 fois les bénéfices, mais j'aurais pu m'aller à 20 fois les bénéfices en prenant en considération la dette. Donc, ici, le marché s'attend, vu que c'est un business assez prévisible, les analystes, est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison ici? Oui, sur une période de 2 ans ici, on a tendance à avoir raison. Donc, c'est correct, c'est un business assez prévisible. On s'attend à 0,82, donc 0,82 $ par action en 2025, donc 0,82 multiplié par 17 fois les bénéfices, moins la dette nette aux alentours de combien? 6,82, disons 82, ça donne ici 7,12 € en date d'aujourd'hui. Donc, 17, je vais mettre ça ici, 17, et là, 7,12 €. OK? Ça, c'est par rapport à ce qui est attendu en 2025. OK? Si je prends par rapport à ce qui est attendu ici en 2023, ici, on s'attend à 0,70, 0,7. Donc 0,70 si multiplié par 17 fois les bénéfices, moins à peu près 6,82 $. Ça donne un total ici de 5,08 €. Donc 17, d'accord, égale à 5,08, d'accord, en année 2023. OK? Voilà. Donc, en prenant en considération la dette, bien sûr. Mais si vous le prenez ici à 10 fois les bénéfices, on est à 5 € et 10 fois les bénéfices, excusez-moi, 10 fois les bénéfices, on est à 7 € et 10 fois les bénéfices ici, on est à peu près à 8,20 €. Donc, je ne pourrais pas vous dire que l'entreprise est surévaluée ici. Tout simplement parce que c'est la dette qui impacte l'évaluation de cette compagnie ici. Si vous la prenez en termes de rendement, c'est une entreprise qui peut vous distribuer à peu près 70 centimes d'euros ici par action. Par rapport au prix actuel, disons à 11 € ici, on a un rendement de 6%. Et si elle vous distribue sur le 82 centimes d'euros ici, d'accord, par rapport au prix actuel, d'accord, je mets 11 € ici pour faire simple, vous aurez 7,45%. Donc, pour quelqu'un qui aimerait investir sur cette compagnie ici, il faut qu'il regarde à peu près quelle sera la politique de remboursement de la dette de cette compagnie ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à la dette? Est-ce qu'ils prévoient rembourser la dette? S'ils prévoient rembourser la dette, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont vendre certains actifs? Est-ce qu'on va cesser d'augmenter le dividende ou des choses comme ça? Donc, le dividende, s'il est en lui-même, il est safe. Mais c'est surtout le remboursement de la dette qui m'intéresse ici. De toutes les façons, si vous l'achetez au prix actuel, c'est que vous comptez uniquement sur ce dividende-ci. D'accord? Et il ne ferait pas intéressant de compter sur un dividende qui augmente année après année. Parce que je vous dis une chose, tôt ou tard, ils vont devoir rembourser cette dette-là. Donc, il faut creuser à peu près 43 milliards de dettes ici. Ils peuvent rembourser, mais déjà, sachez qu'en date d'aujourd'hui, par rapport à la capitalisation boursière, on a à peu près 66 milliards 700. Donc, ils distribuent à peu près 0,339 ici. Donc, ça revient ici à peu près à 2 milliards qui payent à peu près, ils mobilisent à peu près 2 milliards 260 millions ici pour la dette, pour le dividende en date d'aujourd'hui. Donc, il leur reste à peu près 1,8 milliard par là, peut-être un peu plus que ça dans le futur, vu que les bénéfices nets auront tendance à croître ici. Donc, si c'est le cas, il faut absolument qu'ils reversent la partie supplémentaire ici au remboursement de la dette. De toutes les façons, je ne dis pas qu'elle est très endettée, d'accord, mais je dis qu'au prix actuel, si vous l'achetez, c'est vraiment pour le dividende. OK? C'est vraiment pour le dividende. Si le marché ne prend pas en considération le dividende, la dette ici, on pourra avoir une valorisation plus élevée, mais je vous dirais toujours que bon, il faut toujours prendre en considération la dette dans vos raisonnements. Donc aujourd'hui, je ne pourrais pas dire qu'Iberdrola est surévaluée. Je pourrais pas se dire qu'elle est correctement évaluée et également pour un dividende ici qui pourrait avoir tendance à croître. Et s'il rembourse la dette ici, ça pourrait être un run simple. Si nous avons une entité ici qui rembourse sa dette sans prendre en considération ici la dette ici, imaginez qu'on n'a pas de dette sur cette compagnie ici, on pourra aller une valorisation aux alentours des 14 $ l'action. D'accord? Aux alentours des 14 € l'action si vous voulez. OK? Donc, ce qui pourrait représenter une opportunité d'investissement par rapport au prix actuel. Énorme. Mais ne vous bercez pas d'illusions. En date d'aujourd'hui, le prix actuel, il est correct et il est uniquement là pour le dividende. OK? Donc, ça pourrait être une entreprise qui aura tendance à changer à 15 fois les bénéfices ici sans prendre en considération la dette. Ici, c'est même le cas. Vous allez voir que voilà, on n'est pas très loin ici le prix actuel. Voilà, on va avoir tendance à fluctuer à ces niveaux-là, 11, 12 € par là. OK, mais ça reste une belle entité par rapport à ce que j'ai vu ici. Elle a l'air d'être très bien gérée, d'accord. En tout cas, elle n'a pas une dette comme les compagnies américaines ici, mais il faudrait également creuser ici les free cash flow, etc. OK, donc on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Et comme je l'ai dit ici, pour ceux qui veulent aller plus loin, on a le service Top Premium qui vous permet ici de demander des analyses quantitatives comme celle présentement ici, ainsi que recevoir chaque mois des notes d'analyse par rapport aux entreprises qui sont sous-évaluées selon nous. Donc, on va se dire à bientôt. Merci.